en train de dire quoi là, j'ai oublié. Oui, justement, je disais que Access pouvait permettre de mettre en place une base de données standard. Mais le côté spatial des données qui sont donc dans un système d'information géographique, ce côté spatial-là, Access ne peut pas gérer. Donc, c'est pourquoi on fait appel à PostgreSQL. Et PostgreSQL même, en tant que tel, c'est ce que nous allons voir quand vous avez fini le cours de base de données. PostgreSQL en tant que tel ne peut pas aussi faire ça. Il faut une composante, il faut installer une autre composante spatiale qui va permettre de faire ça. Voilà. Donc, je crois que quand on va arriver à ce niveau, on aura plus d'informations là-dessus. Donc, ici, on va voir les différents formats de données, et puis la notion de base de données spatialisée, et puis quelques informations sur les outils de collecte des données. Bon, je ne sais pas si c'est le réseau qui est... Je clique pour avancer, ça n'avance pas. OK. Le premier est décidant. Là, maintenant, il fait ça. OK. Donc, ici, par exemple, l'une des fonctionnalités du système d'information géographique, c'est d'exploiter les données. On a dit ça hier. On a dit ça hier, non? Stocker les données concernant la thématique développée par l'utilisateur ou bien le concepteur de ce système d'information géographique. Donc, on aura dans un système d'information géographique des données. Et ces données-là, hier, on a dit qu'il fallait les structurer, il fallait bien les structurer. Et c'était le rôle de la donnée. Ranger les données selon les classes, selon leurs classes, selon naturellement les formats. On ne peut pas prendre les données qu'on va peut-être si c'est sur le campus ici, on dit bon ok, on veut cartographie, bien on veut monter un SIG représentant tous les aspects seulement du site, du campus. Bon, si c'est seulement la cartographie des éléments et que, bon, on prend les bâtiments, on va pas prendre, on prend les bâtiments comme des polygones aussi. On va pas prendre les bâtiments comme les polygones et puis les mettre dans une même classe avec peut-être les types d'occupation du sol. Je veux dire, la végétation et autres qui seront aussi en polygone. On est d'accord, non? Et puis, peut-être les routes, les passerelles qui sont là, les mettre dans la même classe que les bâtiments. Donc, on est d'accord qu'à ce niveau, il faut classer les éléments, les différentes données que vous allez récupérer sur le terrain en fonction de leur classe. En fonction de leur classe. Et ça, c'est ce que vous avez commencé naturellement à faire avec Noélie. Mais ici, ce qui m'importe, c'est surtout le format de représentation des données ici. Les données, parce que le monde réel qui est en haut là, on essaie de représenter ça en monde virtuel que le système d'information pourra gérer. Maintenant, en fonction de l'objectif du projet du SIG, quels sont les résultats ou bien les attentes à la fin du projet? En fonction de ces attentes et en fonction de la taille de la zone d'étude, on va représenter les données soit sous forme vectorielle ou bien sous forme matricielle. On est d'accord? Tout à l'heure, peut-être, voilà, on va voir
à quel moment il faut représenter en mode vecteur, à quel moment il faut représenter en mode raster. Alors, donc, on va voir un peu ici le mode vectoriel. Ça, tout le monde sait que ce mode vectoriel-là est basé sur les constituants élémentaires qu'on appelle ici les points exacts. C'est ça. Et ce qui est très intéressant ici avec le mode vectoriel, c'est que ce mode-là a ces deux composantes claires et qu'on exploite beaucoup lors de l'utilisation de vos systèmes d'information géographique. C'est-à-dire, on a vu la dernière fois la composante géographique et puis la composante, la table attributaire. Donc là, vous voyez la composante, bien la donnée graphique ici, avec les informations, et puis les données alphanumériques ici, au niveau de la table attributaire ici. Et là, on saura ce polygone qui est là, ça correspond à quelle région, quelle la population, le taux de validation, la superficie, tout comme ça, ils vont entrer dans le cadre de la table, dans la table attributaire. Ce qui est très intéressant, c'est que de façon automatique, quand vous créez un élément graphique ici, le système crée sa table attributaire. Quand vous avez une couche ici, le système crée sa table attributaire. Et quand vous modifiez quelque chose ici, c'est automatiquement mis à jour au niveau de la table attributaire. Quand vous allez aussi au niveau de la table attributaire, que vous faites des modifications, c'est mis à jour au niveau de comment on appelle ça, de la partie graphique ici. Maintenant, quand on va faire l'année prochaine, quand on va faire le web mapping, en fait, cette partie graphique attributaire qui est ici, on va plutôt générer une autre base de données. La base de données, comme vous avez vu avec Noélie, c'est des couches aussi comme ça, hein, des tables aussi comme ça. Donc, cette table-là que vous allez mettre en relation et que vous allez envoyer ici, quand vous allez connecter votre base de données à QGIS, c'est sur la base de données maintenant que QGIS va utiliser pour présenter la partie graphique. Et en ce moment, ce sera plus intéressant parce que lorsque vous allez faire une petite modification au niveau de la partie graphique, cette modification-là est automatiquement enregistrée dans votre base de données. Et ça, ce sera vraiment très intéressant. Pour l'instant, quand on fait comme ça, c'est-à-dire quand vous ouvrez vos QGIS et que vous avez une table, vous mettez 3 ou 4 tables, vous avez des tables attributaires, mais qui ne sont pas en relation comme dans une base de données. Et bon, là, ça reste simplement limité à des couches déployées dans des répertoires. Alors, donc, au niveau du modèle vectoriel, c'est en ce moment-là qu'on va représenter les éléments qui composent votre monde réel là. Ce monde réel sera donc représenté soit par des nœuds, soit par des polygones, ou bien par des lignes. Maintenant, les lignes, les points, quels sont les éléments du monde réel qu'on représente par des points? Je vous pose une question. Quels sont les éléments? Si vous avez dans le projet, quels sont les éléments qui sont que vous allez récupérer, des données que vous allez récupérer dans votre monde réel et que vous serez obligatoirement amené à les représenter par des points? Bon, quand on dit localité, les localités, effectivement, les localités, on peut les représenter par des points, mais ça va dépendre de la taille et l'échelle de votre. Mais il y a des éléments quand même qui. Oui. Les bâtiments, comme la même chose, on peut les représenter par
Des points. Et pas des polygones. Comment? Événement. Un événement. Comment ça? Oui. Les petites entités. N'ont pas une grande capacité d'occupation en fait. Donc, du coup, on les représente par un point qui marque une tâche en fait pour c'est l'élément qui est là. Bon, un exemple d'un tel élément. Un poteau électrique. Un poteau électrique. Ça va représenter par une superficie. On est d'accord, non? Oui, tu voulais dire quelque chose? C'est ce que tu voulais dire. C'est pas... Comment? Pas exactement, c'est la même chose. Ah, d'accord. Mais c'est pas exactement la même chose. La différence, c'est quoi? Le problème, c'est non plus la production, la rédactionnelle de l'objet. Il n'y a pas ça. Voilà, qui n'est pas assez volumineux. OK. Il y a quelqu'un qui voulait parler en ligne? Oui, je voulais donner l'exemple d'un arbre ou bien d'un poteau électrique. OK, super. Les puits également, on représente forcément les puits toujours par des points. Les poteaux électriques, les lampadaires, les feux rouges. Maintenant, Abidjan même peut être représenté comme un point en fonction de la taille maintenant de votre projet. On est d'accord? Maintenant, il y a certains points en géographie, on dit des points cotés. Vous n'avez pas vu ça? Des points cotés. Ça aussi, on peut les représenter par des points. Bon, maintenant, l'année prochaine, ils vont vous présenter, vous allez faire le cours de sémiologie graphique. Parce qu'on vous a dit que l'une des fonctionnalités de vos systèmes d'information géographique, c'est de restituer l'information sous forme de cartes, de graphiques et autres. Et les cartes là, il faut que le message soit perçu. Comment représenter les éléments pour que le message soit perçu là? Ça, vous allez voir au niveau de la sémiologie graphique l'année prochaine. Mais ici, par exemple, voici un peu quelques éléments de représentation, quelques symboles de représentation de ce format point. En bas, par exemple, on a mis les débits. Tout le monde sait ce qu'on appelle débit. Hein. Les débits d'un forage, par exemple, ou bien d'un cours d'eau. Voilà, donc le débit, c'est quoi? C'est la vitesse, le débit. Non, 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 non. C'est la quantité par unité de temps. D'accord, non? Ce que tu dis là, ça, c'est la transmissivité. Quand c'est comme une vitesse dans une section, ça, c'est la capacité à se laisser passer par de l'eau. Bon, je sais pas. D'accord? Donc ici, le débit, c'est la quantité par unité de temps. D'accord? Maintenant, pour un forage ici, en fonction de son débit qui est soit élevé, contrairement à l'autre, pour marquer la différence, on peut faire, c'est toujours des points, mais des stylés différents, des représentations différentes pour marquer ça. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Les débits moyens, les débits forts, les débits très forts. Donc, quand on voit ça, c'est que ces différents forages-là, on a des débits qui varient et qu'ici, c'est plus élevé que là, c'est un peu plus faible. Maintenant, l'utilisation des couleurs et tout ça, c'est des choses qu'il faut, par exemple ici, on a mis comme un drapeau rouge quelque part. Bon, on aurait peut-être dû mettre un drapeau bleu pour dire que c'est là qu'il faut placer le prochain forage. Après avoir vu les études hydrogéologiques, on dit bon, c'est ici, il faut placer ça. Donc, on met ça, c'est un point qu'on va représenter sur la carte. Mais si le fond de la carte déjà a beaucoup de couleurs bleues, on aura du mal à placer comme un drapeau bleu dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a choisi couleur rouge, même bon. En fait, la carte même présentait déjà les zones potentiellement riches en eau souterraine. Donc, ça, c'est le bleu qu'on va utiliser. Et s'il fallait mettre maintenant encore un drapeau bleu dessus, ça allait être un peu difficile. Mais dans tous les cas, essayez de voir
lors de la représentation des entités en forme de points, là, faire en sorte que ce soit des éléments, des figurés qui soient expressifs. Oui. Mais savoir si c'est différent comme point comme pour le matérialisme, c'était une chose que je dis. Si on a le point fonctionnel, ou bien c'est arbitraire pour pouvoir mieux voir ça. Bon, généralement, c'est des cercles là, hein, des points sous forme de. Oui, justement, soit c'est truc circulaire ou bien carré. Généralement, c'est les deux. Les localités que vous allez voir au niveau des cartes là, les localités sont généralement en petits carrés, ou bien en petits ronds, sombres. D'accord? Maintenant, en fonction de l'élément que vous voulez représenter, vous pouvez choisir voilà, d'autres éléments. Ça peut être des flèches, ça peut être des drapeaux comme ici, ça peut être des carrés comme la localité, ça peut être des ronds avec beaucoup de détails, avec des couleurs dedans. Tout ça pour faire passer un message. OK. Et généralement, vous tous, vous savez que ces couches-là sont généralement placées au-dessus. Dans le mode de représentation de vos cartes, les polygones sont en bas, les lignes sont en haut et puis les points en haut. D'accord? D'accord. Ah, Merci. d'accord. Maintenant, l'autre entité dans le mode vectoriel, c'est les lignes et les polylignes. Ça, tout le monde sait. Ce sont des éléments qui ont une seule dimension, mais qui n'ont pas de surface. Ça, là, le réseau routier, on peut le représenter comme des polylignes. Mais il y a des moments aussi, on va représenter ça comme des polygones. Mais généralement, on représente ça sous forme de polylignes. Le réseau hydrographique, tout le monde connaît ce qu'on appelle un réseau hydrographique. Ça aussi, c'est un polyligne. À part ces deux exemples-là, quels sont les éléments du réseau routier et le réseau hydrographique? À part ces deux, quels sont les éléments qu'on pourrait représenter par des polylignes aussi? Surtout dans la catégorie des routes, le fer. OK, oui, le chemin de fer. Le chemin de fer, toute forme de circulation. Quoi? Quoi ça? D'accord. Un réseau électrique. Un réseau électrique, oui. Les courbes de niveau également. Oui. Sur le réseau de canalisation. Voilà. Le réseau de canalisation également. Le réseau de drainage, tout ça. Donc, c'est des choses. L'espace. Bon. En plus de ça, bon, toujours, moi, je vais revenir à nos fractures. Hein. Tout le monde sait ce qu'on appelle fracture, non? Mais vous êtes un peu allergique à tout ce qui est géologie. Si vous êtes un peu allergique à ça, on ne va pas trop citer ça. Hein? Sinon, actuellement, encore de voir ici, c'est seulement les géologues là. C'est seulement 2,5% de zones sédimentaires, non? C'est ce qu'on a dit. Vous pouvez oublier ça. Bassin sédimentaire, 97,5%. Dans 97,5% là, c'est les roches métamorphiques, les roches magmatiques et autres. Donc, dans ça, si on doit chercher des zones, même l'exploitation minière, les recherches d'eau souterraine, tout ça, c'est dans les réseaux de fractures. Donc, ces réseaux de fractures sont dans les tracés, ce n'est pas des polylignes. D'accord? Donc, voici un peu les éléments qu'on pourrait tracer dans un... si nous sommes en train de concevoir un sigle, des données qui peuvent être représentées par des lignes ou bien des polylignes. D'accord? Ça aussi, dans le système, de façon graphique, il y a des modes de représentation aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle, bon, je vais oublier de montrer ça, des limites. Si vous avez peut-être
une barrière à faire. C'est-à-dire que vous dites, bon, ça c'est, comment on appelle ça même? Il y a un terme qu'on utilise là, mais j'oublie. Un facteur limitant, quoi. C'est-à-dire qu'une barrière qui est là, on ne doit pas aller au-delà. Un obstacle, bon, il y a un terme technique qu'on utilise là, mais ça m'échappe un peu. Mais c'est, en tout cas, c'est une limite. Quand on fait souvent la modélisation, on dit ça, comment? Oui, c'est les limitations, mais il y a un terme qui va bien avec. Pour dire, on parle souvent de potentiel imposé. C'est-à-dire, vous avez une limite là. Et ça peut être constitué par une ligne comme ça, peu importe sa forme, mais au-delà de ça, le système n'est plus valable. Voici vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça peut être représenté par le polyligne aussi. Et c'est ce qui est en bas ici. Où c'est marqué limite de l'extension de la nappe. Ça peut être une formation géologique qui est totalement hermétique et qui n'a rien, qui n'est pas cassée, qui ne peut pas constituer un aquifère. Et donc, cette limite-là, on peut la représenter aussi sous forme de polyline. Ce n'est pas un truc fermé, mais c'est une barrière au-delà de laquelle le système n'est plus valable. Ça aussi, on peut représenter par, et voilà un peu comment on représente ces éléments-là, ces entités en forme de ligne. Maintenant, les cours d'eau, généralement, si le système que vous voulez mettre en place est beaucoup basé sur le domaine hydrologique, en ce moment, s'il y a le fait que le cours d'eau soit peut-être assez fourni, bien même souvent déborde en temps de pluie et devient étaré jusqu'à s'assécher, c'est ça, non? Ce thème-là me fatigue tous les jours. Ok, tout le monde a compris. Ok, d'accord. Bon, tout le monde a compris. Et c'est bon. Ok, c'est bien prononcé, hein? C'est très bien prononcé. Donc, il fait copier-coller. Tout le monde a compris, hein? Ok. Donc là, c'est comme ça. Il faudrait que, au moment de la représentation ici, il faut que ça, on perçoive cela. Au moment où c'est totalement vide, il faut qu'on voie ça. Au moment où c'est bien rempli, il faut qu'on voit ça. Et puis, il faut qu'on voit aussi le sens de l'écoulement. Ça, c'est des mots de représentation lorsque l'entité que vous avez représentée en polyligne a un sens, c'est-à-dire qu'elle possède une dynamique dans le temps et puis dans l'espace. Soit ça grossit, ça diminue et ça s'écoule dans une direction. Donc, par exemple, au niveau du réseau routier ou bien au niveau du réseau de canalisation des éléments, on peut marquer ça aussi. On peut avoir une canalisation et puis on a une information sur le sens d'écoulement des éléments dedans. Donc, ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Bon, comment on appelle ça? Au niveau des polygones, ça, c'est le reste de tous les éléments, tout ce qui a une forme. Et puis, je veux dire, il y a une surface. D'accord? Que ce soit les départements, les régions, les formes géologiques, les entités qui ont en tout cas une surface. Et en fonction de l'échelle, on peut les représenter pour faire ressortir ces surfaces. Et ça, vous savez que c'est des polygones, et ces polygones-là, c'est une succession de nœuds et d'arêtes. D'accord, non? Bon, je crois que quand vous allez faire le cours sur les normes et standards, peut-être que le collègue va revenir dessus. Chaque fois que vous cliquez, cette information-là est recueillie est insérée dans le système de projection, de sorte que vous puissiez prendre cette information et la mettre en corrélation avec d'autres informations de la même zone.
Bon, là, ici, la représentation des éléments, on a beaucoup de... Il y a vraiment... généralement, c'est des rectangles. Hein, c'est ça, hein, des petits rectangles comme ça qu'on va utiliser pour représenter ces entités, ces entités en forme de polygone. Bon, avec les couleurs qui vont véhiculer le message. Et ça, comme je l'ai dit, vous allez revenir en détail là-dessus au niveau de la phénoménologie graphique. Maintenant, en fonction des éléments, il y a des règles. Hein. En fonction des différentes thématiques, il y a des règles. Si vous êtes en train de représenter l'évolution de la température, vous êtes en train de représenter peut-être le prix de quelque chose dans une zone, ou bien vous êtes en train de représenter les types d'occupation du sol, ou bien, c'est pas les formations géologiques. Quand c'est les formations géologiques, les géologues savent comment on représente les choses. D'accord? Mais tout ça avec des symboles, des couleurs ou bien des figurés à l'intérieur. Ça, comme je l'ai dit, moi je vous dis juste que les éléments en forme de points seront représentés comme ça. Maintenant, vous, en tant que spécialiste de votre domaine, pourquoi quand je dis ça, ça vous êtes des spécialistes ou bien vous n'êtes pas des spécialistes? Non, je vous ai dit hier que vous êtes spécialiste de votre domaine, vous utilisez seulement un outil. Nous tous, on utilise l'outil. Moi, je suis hydrogéologue, j'utilise ça. Et j'utilise la télédétection, enfin, les images de télédétection, je fais mes traitements et autres. J'envoie les informations ici dans un système d'information géographique. Je les mets en corrélation en fonction de la méthode de traitement des données dans ma spécialité. C'est ce qu'il a dit hier, non? Voilà. Donc, chacun dans son domaine sait comment représenter ces éléments-là pour que le message puisse passer. On est d'accord? Voilà. Ou bien, voilà. Donc, maintenant, si vous avez traité vos données dans votre spécialité et que vous voulez maintenant restituer le résultat sous forme de cartes, que vous représentez mal tout le travail que vous avez fait à la base là, c'est comme si ce n'est pas bien fait. Bien, si vous choisissez mal les entités, ça dit que ce que vous devez représenter en polygone, vous représentez ça en point devant là-bas. Si vous faites la modélisation et autres, ça peut coincer. C'est-à-dire que on peut faire une modélisation dans un espace bien défini, voir l'évolution du phénomène dans l'espace. Mais en un point, si on doit faire la modélisation, c'est peut-être dans ce même point-là, voir l'évolution du phénomène. C'est tout. Donc, le choix de ces entités-là dépend fortement de l'objectif qu'on fixe au projet, de l'utilisation de ces données-là. Et puis, essayer de voir comment exploiter ceci que vous allez mettre en place. Quelles sont les attentes des utilisateurs, ce qu'on appelle les utilisateurs finaux. Ces utilisateurs-là, en fonction de leurs quêtes, de leurs attentes, pour que vous-même vous sachiez comment représenter les données ici, selon telle entité ou telle entité, pour pouvoir plus tard répondre à cette question. Si le monsieur te dit, bon, il veut voir peut-être l'évolution d'une pandémie, peut-être dans telle localité. Et dans la localité-là, il sait qu'il y a la partie nord, il y a la partie sud. La partie sud est beaucoup plus en aval, peut-être proche d'un cours. La partie nord est peut-être proche d'une zone de déversement des ordures et autres. Bon, la pandémie là a lieu au nord par rapport au sud, alors que vous avez représenté la localité sur des points. Vous n'aurez pas à apprécier ça. Comprenez, non? Donc, en fonction de l'utilisation des choses plus tard, vous saurez comment présenter les différentes entités là, soit en point, soit en polygone, ou bien en ligne. C'est que ça. Monsieur, c'est connu, non?
Monsieur Kone Sendou, vous pouvez fermer votre micro. D'accord, bon, on va avancer. Bon, la table attributaire, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Tout ce que nous avons au niveau graphique ici, on a la représentation dans les données attributaires là-bas. Et on a dit la dernière fois que les données attributaires avaient beaucoup plus d'informations. Et l'une des informations essentielles dans un système d'information, c'est la couche, une couche d'information. On dit quoi? Ensemble de données géométriques et de données attributaires constitue une couche. On est d'accord avec ça, hein? Et on dit le mode de stockage le plus utilisé pour représenter les couches, c'est le format shapefile. Tout le monde est informé de cela. Donc, vous avez une entité en haut et puis vous avez sa table attributaire dedans. Je pense que ça, j'ai donné beaucoup de... Délégué, je t'envoie les supports là. Pas encore. Mais vous avez accès aux supports qui sont en ligne. Ça, j'ai donné... Non, c'est ce qui est là-bas qui est pris. Hein. Les informations qui sont là-bas. Là. J'ai fait une synthèse, quoi. Il y a certaines choses qui ne sont pas dedans. Qui sont là-bas, quoi. Ils ne sont pas là-bas. En bon? Carrément différent. C'est-à-dire que ici, là, on est en train de faire la géologie, de l'autre côté, c'est géographie. C'est les grandes lignes que j'ai. Bon, délégué, je vais t'envoyer ça. Quoi, maintenant ton numéro la dernière fois. C'est assez là. Je ne sais pas où j'ai mis. C'est vous, non? Voilà, hier m'a donné. J'ai enregistré cette fois-ci, mais je vais t'envoyer ça. Vous avez un groupe, hein? Tu vas mettre tout ça là-bas. Bon, mais moi, je pensais plutôt que ici, c'était beaucoup plus synthétisé, alors que vous avez beaucoup plus de détails dans le document que je vous ai donné. Voilà, donc, au moins, s'il y a quelque chose qui vous échappe ici, vous pouvez aller là-bas pour avoir plus d'informations. OK, d'accord. Donc, on sait qu'au niveau du mode vecteur, il y a la partie graphique qui se représente sous forme de points, de lignes et de polygones, et puis derrière, il y a la table attributaire. Maintenant, au niveau matriciel, ça, généralement, c'est le mode de représentation des choses sous forme de pixels. Tout le monde sait ça. Et ici, comment on dit ça? La précision va découler de la taille du pixel. Plus le pixel est petit, et plus on a beaucoup plus de précision. Plus le pixel est grand, et on a des erreurs qui sont dedans. Au niveau matriciel, le champ d'étude ou bien la zone est quadrillée, est sous forme de grille. Oui, tu as retrouvé les deux. Pour lui dire de faire des photocopies et puis tu retournes avec les originaux là. Donc, c'est le mode par excellence de représentation des images. Tout le monde sait ça. D'accord. Maintenant, si vous devez représenter un monde comme ça, en mode, comment on appelle ça, en mode matriciel, bien raster, vous êtes obligé de définir la taille des pixels. Et plus vous dites peut-être 3 mètres sur 3 mètres, il y a forcément des détails qui seront perdus. On est d'accord, hein? Donc, vous voyez un peu comment les images que vous aurez à traiter avec procès Jourda et puis procès Soma se représentent. C'est des pixels qui ont des valeurs. Et en réalité, c'est comme si c'est un gros tableau qui est là. C'est différent de la table attributaire. Hein. Ici, c'est comme une table attributaire aussi, mais la table attributaire, normalement là-bas, c'est des attributs.
c'est des attributs qui sont associés à un objet. Donc ici, c'est un tableau simplement, comme une matrice. Et chaque comment on appelle ça, cellule a sa valeur et ne dépend de rien d'autre, si ce n'est sa valeur. Et ce pixel ou bien cette cellule-là est reconnue à cause de ses coordonnées. C'est tout. Alors que la table attributaire, c'est une table qui donne toutes les informations en termes d'attributs sur une classe. Vous avez la route. Vous pouvez dire, bon, on a une classe, ce que vous avez fait avec Noélie, là, une classe étudiante, vous avez le nom, le prénom, l'âge, tout ça, c'est des attributs qui sont liés à la classe étudiante. Donc, j'espère que vous faites très bien la différence dans ce cas-là avec l'image. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si souvent certains appellent ça aussi table attributaire, mais on ne peut pas appeler ça une table attributaire. Parce qu'une table attributaire rassemble les attributs. Alors qu'ici, c'est une matrice qui donne les valeurs des pixels qui sont définis dans la zone d'étude. Et c'est comme ça, le mode matriciel est conçu. Ce mode matriciel, quand vous le voyez, on peut alors faire des modélisations avec ça. Et généralement, même quand on fait la modélisation avec les données d'un système d'information géographique, on est amené à convertir par moment les données vectorielles là, en données raster, continuer le modèle. Parce qu'avec le modèle, on peut prendre avec le format vectoriel et le format matriciel qui est là, on peut prendre une couche et l'ajouter à une couche, multiplier avec une autre couche, bien faire des retraits de couches dans telle couche. Ça peut se faire facilement. Et les modèles fonctionnent beaucoup plus, je le dis, de façon rapide ou bien de façon, comment je vais dire ça? C'est approprié. En fait, ce format est approprié pour l'exécution des algorithmes de modélisation. Alors que le mode vectoriel a du mal à faire ça. Donc, en fonction de l'objectif de votre projet, vous devez savoir s'il faut représenter les éléments en mode vectoriel ou bien s'il faut les représenter en mode matriciel. Mais déjà, j'ai dit que si vous avez des modélisations, c'est-à-dire voir l'évolution du phénomène dans l'espace et dans le temps, généralement, les paramètres qu'on va utiliser seront représentés en mode matriciel. Il y a une table derrière qui sera utilisée par les algorithmes pour faire les différents calculs. Mais le mode vectoriel, ça c'est vraiment bien aussi lorsqu'il s'agit de faire la représentation spatiale d'une entité et puis faire des requêtes pour faire ressortir les éléments de la requête. C'est très bon aussi. Parce que la base de données fonctionne sur le même type de représentation de données en mode vectoriel, c'est-à-dire la table attributaire qui est derrière là. C'est comme ça, ces tables-là sont représentées au niveau de la base de données. Donc, quand on fait des requêtes au niveau de la base de données, c'est plus facile de représenter les éléments sous format vectoriel. C'est ça que je me fais comprendre. Bon, donc tout ce qui est images scannées, images de télédétection, des photographies, tous ces éléments-là sont des images à raster, format raster. Maintenant, on dit à quel moment il faut choisir le mode vectoriel ou bien le mode raster. Dans sa conception, le mode matriciel est très simple. D'accord, non? C'est une grille. On a une grille qui donne des valeurs dedans. C'est très simple. Mais le mode vectoriel restitue la réalité. Les éléments, les objets qu'on cartographie là, le mode vectoriel les enregistre ou bien les représente mieux que le mode vectoriel, que le mode matriciel, quoi, le mode raster. Surtout quand on parle des limites.
voyez un peu comme la limitation au niveau du mode matriciel est fait. C'est quand la taille des pixels est assez grande, en ce moment, vous voyez que l'image est pixelisée. Quand l'image est pixelisée, déjà, ça ne donne pas une bonne impression. J'espère que vous comprenez ce qu'il dit. On dit, bon, voilà la limite d'un objet. La limite, là, généralement, c'est quelque chose de lissé, quoi. À moins que c'est ça difficile que ce soit vraiment dentelé comme ça. Comme c'est là. Vous voyez un peu la limite ici. C'est comme si on va ici en ligne droite, on casse là, on casse là, on casse là. Normalement, sur le terrain, c'est pas sûr que ce soit comme ça. Tout le monde est d'accord avec moi. Sur le terrain, c'est pas sûr que ce soit comme ça. Et généralement, il y a des petits algorithmes dans vos différents logiciels là. Vous utilisez pour lisser, pour rendre le contour un peu plus lisse, au lieu que ce soit dentelé comme ça. Donc, c'est pourquoi on dit de façon analytique, le mode vectoriel donne de très bons résultats par rapport au mode matriciel. Mais généralement, dans le même cycle, vous pouvez utiliser les deux formats, hein, les deux modes de représentation. En fonction des manipulations à venir, vous pouvez décider de convertir des éléments en mode matriciel ou bien de mode matriciel en mode vectoriel. Par exemple, quand vous allez faire la classification des images et puis mettre en évidence des types d'occupation du sol, vous allez demander à Envie, par exemple, de vous restituer ça en shapefile. Envie, c'est qu'il a fait le travail sur un format raster. Les images là, c'est des formats raster. Il fait, et puis les limites qu'il a définies là, il convertit ça en vecteur. Donc, ce qui veut dire que dans un projet SIG, ces deux modes de représentation là peuvent cohabiter, mais en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, voilà, il faut choisir de représenter tel type de données dans tel modèle, alors que si c'est plutôt peut-être un truc de modélisation, il faut peut-être préférer tel autre modèle. Alors, comme on l'a dit, si vous travaillez sur une petite zone, vous pouvez utiliser le mode vectoriel pour les éléments en détail, pour bien représenter les éléments dans le détail. Mais et puis si vous devez imprimer après les résultats sous forme de cartes, généralement, quand vous avez une image format BMP ou bien JPEG et autres que vous voulez imprimer, souvent ça sort partout. Alors que si vous avez gardé, je veux dire, si vous avez fait une image en vous appuyant sur un mode raster, vous avez converti tout ça en image après en BMP, ce sera plus pâteux que si vous avez utilisé le mode vectoriel pour représenter les limites des éléments dans le détail. C'est que le fichier n'est pas lourd. Le fichier n'est pas lourd et la restitution est meilleure. Donc, on va vous présenter ici quelques points saillants au niveau du mode vectoriel. Vous voyez ici, par exemple, on dit la localisation précise des données. Si vous avez à représenter peut-être un puits ou bien les poteaux électriques et que la taille de votre pixel est de 10 mètres sur 10 mètres, vous voyez que c'est dans les 10 mètres là, vous ne savez pas exactement où se situe votre pylône, bien votre lampadaire ou bien votre puits. Alors qu'avec le mode vectoriel, on dit exactement les coordonnées GPS, X, Y et puis Z de l'endroit. Peut-être
en fonction de la marge d'erreur des GPS, peut-être 1 mètre, peut-être 50 mètres, de préciser le G. Et puis ici, la topologie, c'est ça, est bien décrite. Là, vous pouvez faire des requêtes sur ça. La gestion du réseau, la présentation graphique. Voilà, ça dit que quand c'est fait avec le mode vectoriel et qu'on réalise des cartes avec ces cartes-là, sont beaucoup plus. C'est-à-dire quand on imprime, c'est beaucoup plus visible. Quand on regarde à l'écran, c'est beaucoup plus de détails. Mais son problème, c'est que, bon, au point 5, on dit volume réduit de données. Ça, c'est très important. Vous pouvez avoir une grosse quantité de données en mode vectoriel et vous allez voir que la capacité de mémoire n'est pas assez grande. Alors que vous avez une petite image là, déjà ça a pris de l'espace. D'accord? Maintenant, ici, on dit, au point 6, on dit sa structure est plus ou moins complexe. Quand vous avez beaucoup de couches, quand vous superposez beaucoup de couches, finalement, on ne voit plus grand-chose. Et avec cette structure, c'est difficile de faire la modélisation. Ici, la mise à jour est facile. Il suffit d'entrer dans la table attributaire, là, change les éléments, et puis la mise à jour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez changer les polygones là, s'occuper des nœuds ou bien arranger bien, et c'est fait automatiquement, c'est mis à jour automatiquement dans la base de données. Alors que quand c'est mode raster, ça, c'est pas possible. Donc, voici un peu quelques éléments à vous de voir en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous voulez faire. S'il faut représenter tel type de données en mode vecteur et tel autre en mode raster, il faut on dit au point 9, mal adapté aux analyses et aux simulations, c'est-à-dire aux modélisations. On ne peut pas utiliser ce format vecteur-là pour faire de la modélisation. La modélisation se fait très bien, mais avec le mode matriciel. Aux études à petite échelle, c'est ce que je disais tout à l'heure là. À petite échelle, là, vous avez plus de détails. C'est ça, non? Quand on dit petite échelle, c'est-à-dire on monte au détail des éléments. Alors que l'autre côté, si vous prenez une image, je dis une représentation matricielle, si vous descendez trop, c'est-à-dire que si vous agrandissez trop, vous allez dans les détails, c'est les pixels qui vont sortir et c'est pas agréable. Ici, par exemple, voilà, on dit la localisation des éléments est liée à la dimension du pixel ou bien de la cellule. C'est ce qu'il disait. Si vous avez la cellule qui est de 5 mètres sur 5 mètres, c'est dans 5 mètres sur 5 mètres là que vous allez placer votre point. Et dans ce cas, même votre point, dans l'image, est représenté par la cellule de 5 mètres sur 5 mètres. Alors que de l'autre côté, on a donné la valeur exacte de ces coordonnées. Ici, on ne peut pas décrire de topologie. On va dire que celui-ci et celui-ci ont tel arrêt en commun, ça n'existe pas. Et ce n'est pas une structure qui est adéquate pour faire les réseaux. Le réseau routier, le réseau géographique, les points, c'est vraiment pas bien pour ça. Même pour la représentation des polygones, le contour des polygones ces contours-là seront influencés par la taille des pixels. Puis ça prend beaucoup d'espace. En termes d'espace mémoire, ça prend vraiment beaucoup d'espace. La mise à jour n'est pas facile. La structure est vraiment simple, mais la mise à jour n'est pas facile. On ne peut pas mettre à jour, voilà, à moins qu'on aille dans la table là-bas pour essayer de donner des valeurs comme ça, alors que ça, c'est vraiment difficile. Concernant le mode vectoriel, vous pouvez mettre la donnée de référence en bas et puis modifier le contour qui est ici pour ajuster au modèle de référence en bas. On est d'accord, non? Est-ce que tout le monde comprend ce qu'il dit là? Ça veut dire que si vous avez fait une tâche comme ça, et puis on dit bon, demain, bien 2 jours après, ça a changé un peu. Le type de référence là, les données que vous avez récupérées sur le terrain, quand vous placez ça en bas, vous voyez que l'ancien contour ici, vous pouvez ajuster
pousser et puis ajuster au nouveau contour là. Et quand on fait ça, au niveau de la table attributaire, c'est mis à jour là-bas. Ça, on ne peut pas faire avec le mode raster. Mais on dit c'est vraiment très bien indiqué pour la modélisation, pour les analyses et les simulations. Parce que généralement, les algorithmes, on peut indiquer dans un code, si c'est un Python, si c'est une chose, on peut indiquer, on dit bon, tu prends la valeur de tel paramètre. Quand on dit tu prends la valeur de tel paramètre, ça dit que, comment on appelle ça? Les informations sont représentées sous forme de couches. On est d'accord, non? Comme des couches, sous forme de matrices, sous forme de table. Il dit bon, tu prends ça, tu additionnes à cela. Un instant. Ça fait plaisir de retrouver ces anciens étudiants qui sont devenus des grands maintenant aussi. Donc, j'espère que Salam alaikum. Monsieur, ça bien? Hein? Comment ça? Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Vous êtes bien, frère. Donc, c'est ce qu'il disait là. Une fois, j'étais en déplacement, j'arrive à une station, je suis en train de prendre de l'essence. Et puis, il y a un monsieur qui m'approche. S'il vous plaît. Puis, il y a un monsieur qui s'approche et qui m'appelle par mon nom. Parce que chaque année, voilà. Et puis, il me dit non, que je l'ai pris en cours de géologie structurale, quelque part. Il dit, ah bon, ok. Et qu'il est maintenant ici au niveau du ministère des Mines en train de faire tout ça. Il dit, ah, mais c'est bien. Il voulait même que je parte rester un peu, quand je suis à la maison, tout ça. Il dit, bon, là, moi, je vais quelque part très rapidement, parce qu'il part aussi par rapport à un bon mot. Donc, il a voulu tout faire pour me faire plaisir. Et puis, bon, il a payé, on appelle ça, au cabinet qu'il est en train de prendre là. Il dit, mais ça, toutes les paroles de bénédiction sur lui. Non, mais c'est bien de retrouver ces étudiants. Ces anciens étudiants, ouais. Voilà. Et je souhaite même que vous mettez là-bas. Voilà, si vous devenez. Mon ami, comment tu rentres comme ça là? Non, mais celui là comme ça. Hein? Hein? Mais celui là comme ça, c'est comme ça qu'il est là, il ne peut pas changer. Bon, au moins 4-5 séances de base de données. Il ne faut pas rentrer comme ça. Hein? Donc, je disais que je souhaite que vous mettez la barre beaucoup plus haute. D'accord? Allez dans les structures et puis devenez de grands types là-bas. Maintenant, si vous nous voyez, vous pouvez verser un peu sur nous aussi. Ok. D'accord. Bon, on va avancer. Bon, ça, sérieusement, est-ce qu'on va perdre le temps sur ça? La rasterisation, la vectorisation, tout ça, vous savez ça. Hein?
du mode vecteur au mode raster. Ça, effectivement, c'est important parce que, comme je l'ai dit, il peut arriver à un niveau d'avancée de vos systèmes d'information géographique où vous serez amené à convertir les données raster, les données vecteurs en données raster pour continuer la modélisation. Donc, c'est ce qu'on va appeler ici la rasterisation, passer du mode vecteur au mode raster. Et ça, généralement, quand vous allez faire... Avant, c'est moi qui faisais le cours là, mais j'ai cédé ça à docteur Akbayou. Mais j'ai laissé quand même, je vous ai laissé le lien, non? Où il y a beaucoup de manipulations qu'on a eu à faire ce qu'ils disent là. Vous allez faire ça avec elle, mais il y a des vidéos qui sont là qui vont accompagner ce que vous allez faire avec elle. Donc, ces éléments-là, passer du temps à temps. Parce que si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pourriez pas continuer la modélisation. C'est que si dans votre projet, il y a un volet modélisation, les données qui sont là et qui devraient être utilisées pour faire la modélisation, mais ces données sont représentées en vecteur ici. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut utiliser ce passage-là. Passer du vecteur en raster, c'est ce qu'on va appeler ici rasterisation. Oui. Est-ce que le passage de vecteur à raster, la qualité de la donnée qu'on va avoir, est-ce qu'elle varie de type à une donnée qui est d'origine raster? En fait, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ce que tu as en mode vecteur, les informations qui sont dans ton truc vecteur là, peut-être que si tu me posais la question de savoir si en passant du mode vecteur, mode raster, on perd de l'information, j'allais te dire oui, parce que ça va dépendre de la taille des pixels. Si tu as, et comme tu sais que quand les pixels deviennent beaucoup plus petits, le volume du document ou bien de ton fichier devient plus grand. Et quand c'est comme ça, il faudrait que ta machine soit forte pour exécuter. Bon, tu vois, au niveau de l'image là, par exemple, tu vois que là où ils ont mis 1, 2 et autres là, tu vois la limite de 1 dans le mode raster ici, alors que la limite de 1, la bonne limite de 1, tu vois ça de l'autre côté là-bas. Donc ici là, c'est une tendance générale, mais qui est utile pour faire la modélisation. Sinon, tel que c'est représenté là-bas, là, on ne pourra pas faire de la modélisation avec. D'accord? La valeur qui est dans le truc ici, au niveau du format matriciel ici, ce sont les valeurs là que le logiciel va utiliser, que l'algorithme va utiliser pour exécuter les différentes équations mathématiques lors de la modélisation. Alors que ça, on ne peut pas le faire avec l'autre côté. Donc, c'est très important de jongler un peu, bien de faire ces différents passages-là. Ici, par exemple, la vectorisation. Là, c'est ce que vous demandez souvent à Envie de faire. Quand Envie travaille sur des images qui sont en format TIFF, c'est des rappels. Maintenant, quand il finit, vous voulez qu'il envoie ça en mode vecteur. Donc, il est obligé de faire ça aussi. Donc là, c'est de passer maintenant au mode raster en format vecteur. Et là, vous voyez un peu comment ce format vecteur-là est représenté. C'est saccadé là. Et c'est en ce moment, on va lui dire de lisser. Il fait un lissage pour essayer de revenir un peu sur cette forme qui est ici, là. Pour que les contours soient beaucoup plus... C'est que ne pas que les contours soient saccadés comme ça, là. C'est saccadé comme ça parce que la taille des pixels l'impose, hein. Si les pixels étaient beaucoup plus petits, ça n'est pas trop saccadé comme ça. Mais quand c'est trop petit aussi, il faudrait que votre logiciel ou bien votre ordinateur soit capable de supporter cette masse de données. Maintenant, le format des données. Bon, OK, ici, généralement, les formats des données vecteurs là, c'est sur ces formats qu'on a, hein. Soit c'est les KML, les comment c'est, DXF, mais c'est Shapefile qui est beaucoup plus connu en fonction des logiciels là. Donc, j'ai essayé de faire une liste
de données de format vecteur là, avec les logiciels ou bien les extensions qui vont avec. MapInfo. Bon, je ne sais pas si les gens utilisent encore MapInfo. Vous avez déjà utilisé MapInfo? Non. Vous n'avez jamais utilisé ça? Hein? Ah, ok. Mais bon, je ne sais pas. Si vous maîtrisez ArcGIS ou bien QGIS, tout ce que vous faites dans ArcGIS ou bien QGIS, vous pouvez faire ça. MapInfo fait ça. Donc, bon, alors que ArcGIS et QGIS font beaucoup plus que ça. Donc, bon, ça fait que bon, maintenant, on s'est plus focalisé sur ArcGIS et QGIS et puis on a totalement délaissé ça. Mais il y a d'autres logiciels, par exemple, le logiciel de, comment on appelle ça, de dessin que les géomètres utilisent souvent. Et AutoCAD, voilà, AutoCAD. AutoCAD qui fournit des données vecteurs aussi, mais en DCF. On peut convertir en shapefile. D'accord. Maintenant, les données raster, ça généralement, c'est les formats grid, les formats BMP, surtout les TIFF. Ça, c'est les formats Landsat. Les Landsat, de Landsat de la génération, je ne sais pas, 3 ou 4. Avant, c'était des images qui n'étaient pas corrigées. Quand vous recevez ces images, vous devez procéder à leur correction avant de travailler dessus. Maintenant, c'est des données qui arrivent en géotif, c'est-à-dire c'est des données déjà corrigées sans souci. Je dis ça parce que si vous avez à mener une étude dynamique depuis les années 80 jusqu'à maintenant, vous allez aller chercher les images de 80 là, et généralement, c'est pas... Bon, si vous avez la chance de tomber sur... d'avoir ces images-là, généralement, elles ne sont pas traitées. Il n'y a pas de référence photographique. C'est à vous maintenant de prendre et de faire des corrections géométriques pour pouvoir géoréférencer ça. Donc, généralement, les images raster sont en BMP, TIFF, GeoTIFF, même JPEG et autres. Tout ça, c'est des formats générés par des spécifications de l'OGC pour nous permettre d'utiliser ces données-là sans souci. On est d'accord. Donc, on va passer maintenant à... la base de données spatialisée là. Vous avez vu déjà des informations avec Neuly concernant la base de données. Moi, la seule chose que je vais ajouter dessus, c'est que je vais ajouter des données qui ont des références photographiques, qui ont des coordonnées en fait. Et pour cela, il faut des logiciels un peu appropriés pour faire ça, pour gérer ça. Donc, Access, par exemple, ne peut pas gérer ça. Donc, on dit une base de données spatialisée est constituée d'une superposition de couches vecteurs ou raster géoréférencées dans un système de référence cartographique. On est d'accord? Et il faudrait que la base de données soit manipulée, puisse représenter les données dans un système de référence. Et ça, les bases de données standards n'arrivent pas à le faire. Même les trucs n'arrivent pas à le faire. Il faut forcément la composante spatiale là, QGIS, et voilà, qui permet de faire ça. Donc, la seule information que je voulais donner à ce niveau-là, c'est le fait que c'est une base de données qui réunit, mais qui regroupe et de façon bien structurée les données spatialisées, les données ayant des coordonnées géographiques. OK. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Les bases de données constituent des données, bon, les données de référence et des données métiers. Bon, les données métiers, là, ça, comme je l'ai dit, chacun dans son domaine sait comment avoir ces données et puis comment représenter ces données. Et ces données-là, avec la base, je veux dire, les coordonnées qui suivent, peuvent être manipulées ou bien structurées à l'intérieur d'une base de données. Bon, on peut faire la description
ces éléments-là, généralement, la table attributaire, généralement, on peut la faire dans Shapefile, dans Excel. La table attributaire, on peut la concevoir dans Excel et puis convertir ça en CSV. Professeur. Convertir ça en CSV. Parce que quand c'est en format Excel, quand on va faire la base de données, on va revoir. Vous pouvez avoir une grosse table attributaire dans Excel. Vous n'allez pas ressaisir tout ça là-bas. Mais il n'y a pas de technique pour importer Excel. Format Excel, là. Fichier format Excel pour l'importer dans la base de données. Ce qu'on fait, c'est on est dans Excel et puis on convertit ça en CSV. Et maintenant, le CSV, on va écrire un code dans Postgre là-bas pour l'appeler, pour l'importer. Et puis qu'il reconnaît ça en même temps comme une table dans la base de données là-bas. Tout ça qu'on va faire, la base de données, on va vous montrer comment, on va vous donner ces codes-là, puis voir comment importer ça ici. D'accord? OK, bon. Ce côté-ci, je vais laisser ça, Amandine va venir faire ça après. Hein. D'accord? Les données de référence, les données métiers dont je parlais tout à l'heure, les méthodes de collecte de données, vous allez faire ça avec elle tout à l'heure. Avec vos téléphones et tout ça pour... Voilà. En fait, ça, c'est vraiment très important parce que actuellement, quand souvent on développe des applications, ça permet vraiment de faire entrer des informations rapidement dans la base de données. Vous pouvez être à San Pedro et puis vous avez Internet, vous prenez des informations sur le terrain là-bas et puis vous remplissez le formulaire là et puis vous envoyez et ces informations-là viennent en même temps directement dans la base de données. Donc, vous allez faire ça avec Kobo Toolbox. Voici quelques informations tout à l'heure. Elle va vous donner plus de détails avec Kobo Collect et autres. Ouais, les types de création de formulaires, comme c'est marqué là. Comment remplir le formulaire, comment éditer le formulaire, tout. Vous savez ce qu'on appelle le formulaire, hein? Comme une fiche d'enquête là. Vous voulez telle information, vous voulez aller récupérer ça sur le terrain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle va vous donner tout ça. Bon, ça, c'est d'autres logiciels qui permettent de faire ça aussi sur les smartphones. Mais on va plutôt se focaliser sur, comme la politique de Curat ici, c'est d'utiliser des logiciels libres, en tout cas entièrement libres et qui font le même travail que les autres. Donc, on va laisser celui-là. Vous allez vous attarder sur Kobo Toolbox. Maintenant, ici, cette petite partie-là, je l'ai intégrée, je crois, hier ou avant-hier, pour vous montrer les différents sites de téléchargement des données, où on peut avoir les données gratuitement en ligne. Donc, il y a au niveau des vidéos qu'on a placées en ligne là-bas. Oui, prof. Ça, c'est mon promotionnaire. Hein? On a fait CP ensemble jusqu'à thèse ensemble. Oui, vous m'appelez là, Marco. C'est un très bon ami. Vous avez déjà fait quoi, lui? Spécialité, oui. D'accord. Okay. Nous sommes la première promotion du Curatin. Puis le délégué. En tout cas, c'était bien. Tout ce qu'il disait, où on faisait des programmations ici, il y avait une seule machine, il y avait, voilà, on faisait des programmations ensemble. Donc ici, vous avez la liste. Bon, c'est à vous de voir hein, ce qui fonctionne. Parce que souvent, quand les gens ne sont pas contents, on va y fermer. D'accord? Souvent, si vous avez la chance de tomber, et puis vous avez des informations, vous pouvez récupérer. Donc ici, ça c'est pour les données vecteurs. Vous pouvez les avoir. Je crois que GeoFabrique, là même, on a fait une vidéo là-dessus. C'est dans notre là-bas. Vous pouvez toujours avoir des informations sur ça. Ici, je crois qu'il y a un site même qui a été bloqué dans ces temps-là. Mais là, par exemple, ça, c'est les images raster.
vous pouvez aller sur ces sites-là et puis télécharger facilement ces données. Oui, d'accord. Bon, donc je me rends compte que je viens de vous dire tout à l'heure que j'ai changé quelques éléments là. Alors que j'ai changé sur mon ordinateur là-bas, c'est pas ici. Ça là, ça a été copié depuis le premier jour où on a commencé le cours. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Depuis le premier jour où on a commencé le cours. Sinon, j'ai mis beaucoup de données, de liens pour les images, pour avoir les images gratuitement. Bien, si vous voulez payer des images de haute résolution, de basse résolution, de très haute résolution, les liens sont là. Donc, c'est ce que je vais envoyer à votre délégué après. D'accord? Sinon, ça là, le cours est fini. Hein? Voilà, on met ici quelques logiciels d'acquisition des images. Ça peut être en vie, ça peut être bon, même les GPS, là, tout ça, l'exploitation de données et tout. Et je pense que c'est fini pour le cours. Maintenant, là où il y a les liens, là, où il y a des illustrations pour les liens, c'est dans le dernier document, la mise à jour du cours, là, que j'ai sur mon ordinateur là-bas. Après, je vais envoyer ça à votre délégué. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais prendre 30 minutes pour vous présenter juste l'introduction au web mapping. Parce que le cours, c'est intitulé Introduction au SIG au web mapping. Mais le web mapping, même, c'est l'année prochaine, on va faire ça. C'est juste définir le web mapping, donner quelques caractéristiques, et puis bon, on va s'arrêter. D'accord? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ah, je pensais que c'était ici en ligne. Oui. Les dates. Oui, les dates, oui. À partir de 2000 jusqu'à maintenant, là, on a Landsat 7, Landsat 8, les Sentinelles et autres qui donnent beaucoup d'informations. Même, bon, ça va dépendre, hein, c'est quoi vous voulez faire comme étude, si c'est l'observation de la Terre pour la gestion des ressources naturelles, c'est les Landsat là qui vont avec, les Aster et autres qui vont. Même la troisième génération des météosats, ça c'est pour les études climatiques et autres, hein, météo et autres. Maintenant, avant ça, avant 2000, généralement c'est Spot, Landsat et puis NOAA. Bon, comme j'ai dit, ça va dépendre de, comment on appelle ça, de ce que vous voulez rechercher dans l'image. C'est en fonction de ce qu'on veut rechercher dans l'image qu'on choisit l'image. Ça, je crois que les professeurs Jouda, à ce moment, vont bien vous expliquer ça là-bas. On est d'accord? C'est en fonction de la taille de ce que vous voulez rechercher, ou bien vous choisissez l'image. Maintenant, de 72 jusqu'à 2000, les Landsat, il y a eu près de 5 générations de Landsat. Landsat 6 n'a pas fonctionné, ça a été lancé, c'est parti, mais ça n'a pas fonctionné. Mais à partir de 1 jusqu'à 5, il y a des images qui sont là. Il y a Spot aussi qui donne des images. En tout cas, si c'est pour une application, je dis au niveau terrestre, observation des ressources naturelles. Bon, je vais couper et puis je vais... C'est ça, non?